ça englobe une seule. C'est la même dynamique. C'est quoi le développement durable? En fait, ça tient compte vraiment de l'authenticité des régions, de l'authenticité de la culture. C'est-à-dire que s'il faut entreprendre un développement dans une région, il faut tenir compte de l'environnement socio-culturel, de l'environnement économique, parce que dans chaque région correspond, ceux qui sont dans le bâtiment, ils savent très bien qu'avant d'entreprendre un bâtiment, il faut le plan d'occupation des sols, étudier tout ça pour pouvoir savoir si j'implante tel élément dans tel environnement, ça correspond à l'environnement. C'est très difficile. Donc le tourisme durable doit tenir compte de tout ça. Ensuite de ça, il faut vraiment que le tourisme durable, dans les populations où ça s'exerce, que ça puisse créer des emplois durables. C'est vraiment le phénomène de la durabilité. C'est-à-dire, je crée aujourd'hui pour des années à futur, pour que ça perpétue. Ça prend donc en compte la stabilité de l'emploi et ça freine l'exode rural. Ça tient aussi compte du produit financier que apporte le touriste au village rencontré, mais ça profite aussi au touriste. Pourquoi? Parce qu'il investit dans une action, ça lui permet de se rendre compte de la durabilité de son action, mais aussi de savoir quelles sont les bonnes pratiques à adapter pour ce développement territorial. Donc tout ça, ça englobe le tourisme. Quand on prend le bilan mondial du tourisme, le tourisme fait 10% du PIB mondial. En France, ça fait à peu près 6,7% du PIB français. Ça veut dire qu'aux États-Unis, par exemple, en 2014, ça a apporté 1,5 milliard de transactions pour les Américains. En France, on est à 900 000. 900 000 emplois créés en France émanent du tourisme. Et dans le marché du tourisme, pour l'aérien, c'est 6%. Les services, 30%. Donc pour vous dire que vraiment le tourisme est quelque chose qui doit et qui intéresse tout le monde. Ça prend en compte l'économie, ça prend en compte l'aspect écotouristique, ça prend en compte l'aspect humain. Si j'aide l'autre personne à monter ou à créer une usine, ça va déjà, moi, physiquement, ça me donne une appartenance sociale au développement de cette localité. Donc c'est très important le tourisme. Maintenant, quand on voit, par exemple, c'est vrai que dans nos pays, c'est plutôt les pays développés qui profitent de cette manne touristique par rapport aux pays en voie de développement. Pourquoi? Parce qu'ils profitent. La plupart des produits qui se font, c'est les étrangers, les Européens qui nous apportent la clientèle et les revenus restent dans leur pays. Comment faire? Selon l'Office, l'Organisation mondiale, le tourisme responsable va profiter dans les années à venir les pays émergents. Y compris, il a parlé de la téléphonie. Au Cameroun ou en Afrique en particulier, il n'y a plus de téléphone fixe, il n'y a pas. Mais les portables envahissent tout le marché, même dans le village, vous rencontrez ce développement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tourisme durable, si c'est bien positionné dans une région, ça permet l'émergence des régions. Et je vous ai apporté sur les flyers qui circulent. J'ai donc le tourisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple en Afrique, on a la terre. Pourquoi ne pas? J'ai des photos des bâtiments en torchis. La terre battue en bâtiment. J'ai ramené des images dans un environnement qui correspond à ce produit-là. Pourquoi ne pas, nous qui avons des maisons, je suis allé, j'ai sillonné un peu l'Afrique, j'ai visité les maisons en friche dans les campagnes. Je me suis dit, mais mince alors, c'est une bonne idée si on pouvait créer un tourisme responsable. Les maisons vides peuvent être des maisons, des chambres d'hôtes pour les touristes qui viennent. Et il y en a énormément en Afrique. Chaque Africain a une maison à la campagne où il n'y a personne qui habite. Pourquoi ne pas transformer ça en tourisme responsable? Et ça pourrait évidemment, en Tunisie par exemple, la pêche,
le poisson ne vient pas à l'extérieur. Le poisson que vous consommez en Tunisie est pêché en Tunisie. Pourquoi ne pas exiger aussi? C'est vrai que quand on a l'argent, on peut exiger tout. Maintenant, quand on a son savoir-faire, on peut aussi dire, mais venez consommer local. En essayant de transformer nos agrumes, parce qu'il fallait développer le tourisme. Nous, maintenant, dans le pays en développement, il faut qu'on essaye de réfléchir sur ce comportement touristique afin que dans les années à venir, on ne puisse plus commettre les mêmes erreurs. Maintenant, par rapport à ça, on a dans nos villes, en Afrique, où il y a la déchetterie, des sacs en plastique qui sont partout, c'est vraiment, ça crée des maladies. Il faut vraiment qu'on tienne compte du rôle important, parce que nous avons encore énormément, nous avons des pays en friche qu'il faut développer. Comment essayer donc la relation nord-sud doit nous servir. Et selon l'Organisation mondiale du tourisme, le développement durable doit faire le futur de l'Afrique. Comment faire cette énergie nous comporter comme des humains et développer un monde futur. Merci. Encore une femme de pointe. Merci. Juste une précision, puisque c'est sur l'image personnelle et professionnelle. Je vais me présenter en quelques mots, vraiment de façon extrêmement succincte. J'ai beaucoup voyagé dans le monde entier aussi. Et donc à partir de là, j'ai choisi après de travailler sur l'image personnelle et professionnelle. Parce que personnellement, ça vient aussi de mon histoire personnelle. J'avais besoin de travailler sur mon image. Et aujourd'hui, donc, après avoir voyagé aussi bien en Inde, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est également. Vous avez tout exactement. Bien entendu. Et vous allez écrire quel image avec 7 points positifs. Par rapport à ses objectifs, ses envies, ses besoins, à réduire ces écarts pour une parfaite cohérence et congruence Micheline, entre vous. tu as oublié Claude. J'ai oublié, pardon. Papa. Bien sûr. Là, tout le monde a le papier, tout le monde a le crayon. Oui. Alors je vous laisse, j'ai une demi-heure pour en tout et pour tout, donc entre le fait que vous réfléchissiez et que vous avez le papier. Non. Quelle image de soi et qu'elle renvoie l'image de l'autre, c'est ça? Je répète la question. Quelle image avez-vous de vous avec 7 points positifs? Et également, quelles sont les valeurs importantes pour vous? Comme vous êtes tous des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, et vous avez tous à développer également donc, des choses extrêmement importantes par rapport à donc, ce réseau de JIFA. C'est aussi donc, développer la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi, bien entendu. Vous n'avez pas lu, c'est pas vrai. Nicolas. Voilà, tout le monde en a. Vous aussi, JP? Être à l'écoute, disponible, la sincérité, la fidélité, les valeurs, le travail, la passion, l'impulsivité, la loyauté. Super. Bravo. Mais tu as une secte, hein, avec tout ça. Ben, il faut tout. C'est une boule d'énergie, hein. Je peux te... Une boule d'énergie. Positive, gai, convaincue, battante et entêtée. Je ne sais pas si c'est une positive, mais je suis très entêtée. Bien, je me bats jusqu'au bout. Alors, les valeurs qui me font bouger, l'engagement, bien sûr, la responsabilité, l'amitié, la fidélité, la gentillesse, l'échange, l'altérité, plus la foi. Positive, positive, toujours positive. Dynamique. Qu'est-ce que tu en penses? Je confirme, je confirme. Énergétique. Énergique. Énergique, pardon, merci.
Maintenant, les valeurs, j'ai pas pu trouver plusieurs points. Oh, ouais, vous m'étonnez, chère présidente. Oui, oui, j'ai triché un peu là. Ouais. Les valeurs humaines, le partage, l'écoute, Oui. la compassion. Ah, bravo. Vous avez choisi justement un grand nombre de personnes chaque vendredi. Ça, je ne savais pas. Mais tu peux le noter. Merci, Micheline. Mais je t'en prie. Je suis Christian Babé, je suis le président d'Ivoire Business. D'Ivoire Business, qui est un groupe de presse de Côte d'Ivoire. Le premier groupe de presse de Côte d'Ivoire. Et je me prépare avec des partenaires à lancer un journal sur Paris qui pourrait s'appeler Paris Time. Alors, donc, je suis aussi, on va dire, l'un des principaux leaders politiques en Côte d'Ivoire. Je suis le président d'un parti politique qu'on appelle le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, Alternative Crédible. Voilà. Et je suis aussi analyste politique, économique, je suis des médias, Télé Sud, j'en passe. Alors, quelle image ai-je de moi? Une image positive. Parce que j'aime véhiculer une image positive. Voilà. Je me dis, il faut mieux vous faire envie que petit. Voilà. Alors, j'ai une image de moi d'une personne dynamique, qui bouge, qui aime aller de l'avant, qui aime gagner des combats. Voilà. Et j'ai une image de moi d'un leader politique et d'un business leader. Politique, je vous l'ai dit, je suis président d'un parti politique. Business leader parce que je suis entrepreneur en tant que président d'un groupe de presse. Et donc je suis une personne ambitieuse, dans le bon sens. Voilà. Je suis allé chercher ma part du bonheur, du gâteau, on va dire ça comme ça. Et j'ai l'image de moi d'une personne qui a une vision claire et nette de ce qu'elle veut. Et je suis quelqu'un de humble et de responsable. Ça se voit pas beaucoup, c'est vrai. Mais ceux qui me connaissent, il faut du temps. Et voilà. Et alors, et les valeurs? L'image que les gens ont de moi, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de humble, quelqu'un de simple, quelqu'un d'accessible. Alors mes valeurs, c'est la loyauté, l'honnêteté, la fidélité, la valeur travail. C'est le travail paye. On ne peut rien obtenir étant chez soi à la maison. Il faut sortir le matin à 6 h du matin et aller gagner son pain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Madame Solange Rousseau. Je suis la déléguée fédérale IFPDG France. Voilà. Il y a eu deux questions qui nous ont été posées. Quel avis donner me concernant personnellement? Je suis positive. Tout le monde voudrait abonder dans le bon sens. Très entreprenante, persévérante, je suis confiante, assez forte, loyale. On enlève assez. Assez. Forte, Voilà. Ça c'est. Vous minorez autrement. forte, loyale, fidèle et maternelle. Dans les valeurs, passionnée, j'aime l'honnêteté, l'authenticité, beaucoup de foi, le courage, le patriotisme. Et évidemment, il faut être humble. Voilà ce que je vous réserve et j'attends beaucoup de vous. Une seconde avant que Madeleine. Je suis culottée. Je suis culottée. Donc, j'ai beaucoup de personnalité et je crois en moi. Je suis responsable, une ouverture d'esprit volontaire. Les valeurs, l'honnêteté, la famille, le partage, la fidélité et le dévouement. Bravo! Je me suis
qui concerne, j'ai pris l'honnêteté, ambitieux, travailleur, ponctuel, rigoureux, convivial et blagueur. Alors, pour les valeurs, j'ai marqué encore l'honnêteté parce que j'accorde une importance particulière à ça. Le travail, l'humilité, la sincérité et le respect. Alors, franche, généreuse, sociable, courageuse et battante. Bravo! Bravo! Tout compris. Il y a 5. Non, il y a 7. J'ai compté, hein. Bravo, bravo. Alors, moi, je ne sais pas ce que je suis et je ne sais pas qui je suis. L'énigmatique. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas trouver 7 points. Pourquoi? Il n'y avait que 5? J'en ai que 2. Oh! Je suis têtu et entêté. Comme moi. Donc, en dehors de ça, je ne sais pas. Je ne saurais me décrire. Je préfère être comme un maçon au pied du mur. Bravo. Le premier, non. Curieux, d'accord, la curiosité. Donc j'estime que c'est une qualité, enfin en tout cas la bonne curiosité. Donc ça c'est pour l'image, hein, n'est-ce pas? Oui. J'essaye d'être ouvert, d'accord. Et puis le troisième petit point, parce que je l'entends souvent, c'est que je suis très speed. Speed. Speed ou spleen? Ah non, 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 pas spin du tout, speed. Speed, d'accord. Rapido. Sur les 7 points, donc en fait moi j'ai factorisé, hein, donc j'en ai fait un peu moins de 7. J'ai mis l'honnêteté, l'éthique, l'empathie, la culture au sens large du terme, la curiosité comme, je dirais comme beaucoup d'ingénieurs en fait au départ. Et puis l'amitié et être très volontaire. Merci beaucoup. La persévérance. On a besoin de supervision. Donc pour moi, il m'a appris d'être visionnaire. Et je suis contente d'être parmi vous avec ces valeurs d'entrepreneuse et courageuse, avec l'audace. Et mes valeurs sont d'humanisme, d'innovation, de partage et générosité et humilité aussi. Bravo. Bravo. Pardon, on n'a pas entendu. Je suis calme et sérieux. Par contre, je suis rigoureux. Je suis un fou gentil. Faux gentil. Je suis comme un bulldog. Et enfin, je suis généreux. Ça, c'est la deuxième partie. C'est moi, je crois à la parole donnée, je crois à l'honnêteté. On revient bulldog. L'amitié, alors moi, quand je travaille, c'est un gang. C'est pas des relations hiérarchiques, c'est un groupe, commando. J'aime le travail propre, c'est-à-dire je ne fais pas n'importe quoi pour gagner de l'argent. Je fais des choses que je crois. C'est la politique. J'essaie de vendre des 4x4 en Algérie, j'ai refusé parce que ça partait. Vous avez une éthique très... Ok. C'est-à-dire je dis que l'argent, il faut qu'il soit propre. Enfin, j'ai le respect des gens. Et puis, je suis le dernier des humanistes. Curieuse, volontaire, courageuse, loyale et entêtée aussi. Ah, Très bravo. têtue. C'est pas la même chose, têtu et Les deux. Il est un long fardeau là. C'est positif, moi je dis. C'est têtu, c'est très positif. C'est positif. Et comme valeur, bonté, parce que c'est différent de la gentillesse, je trouve. Ouais. Respect, honnêteté, amitié, altruisme et ouverture d'esprit.
merci beaucoup. C'était Laurent, blagueur, vous ne connaissez pas encore, mais je peux aussi un petit peu balancer les trois. Respectueux, loyal et humble. Je s'arrête là. Volontaire. L'amour de l'autre. La générosité dans l'effort. La rigueur et la simplicité. Tout ça est enregistré, hein, tu sais? Ben oui. Oh. Les valeurs, le partage, la compassion, l'efficacité, l'engagement et un leader qui mène les gens au succès. Fidèle. Oui, merci. Fidèle. Et Olivier, il n'a pas dit. Olivier et Jean-François. Hein. Jean-François, il a dit. Désolé, pardonnez-moi. Je l'ai dit. C'est la prochaine fois. Moi, je trouve que l'exercice est intéressant. Merci. Et on pouvait rester plusieurs minutes à relever ce qu'on a fait. Moi, j'ai le sens de l'écoute. J'écoute beaucoup. Confirme. Oui. Je suis patient. J'aime la sincérité. Je suis tempérant. Je suis humble. Elle est ressortie plusieurs fois, cette qualité-là. Hein? Oui, c'est une qualité bonheur. Oui, absolument. Hein? Humaniste, comme on dit. C'est généreux. C'est généreux. Mais pour les autres là, moi j'ai la foi. Pour les valeurs. La fidélité. J'ai le sens de la famille. Beaucoup. Le respect. L'amitié. Je pense que je suis quand même sympathique. Excellent. Pour ceux qui sont derrière. Bonsoir à tous. Alors, je pense être quelqu'un de créatif, imaginatif, très ambitieux, déterminé, têtu et entêté aussi comme madame. Et bon, ça c'est pour les valeurs en fait. J'accorde beaucoup de valeur à la fidélité, à l'honnêteté, à la parole donnée aussi. Et enfin aussi à la bonté. Je crois qu'il faut entre les êtres humains qu'on partage et qu'on sache se comprendre, qu'on sache dialoguer. Voilà. Merci. D'accord. Et je crois qu'ils ont fait le coaching en image personnelle et professionnelle pour mieux se connaître, justement. On travaille beaucoup sur les thèmes que j'ai cités ce soir et sur lesquels vous avez planché. Vous travaillez également, ça permet en tout cas une plus grande confiance en soi, une plus grande estime de soi et vraiment de l'amour de soi. Merci. Et justement, par rapport à cette partie être, comment les gens le sentent en fait? Je vais juste apporter cette petite anecdote-là. J'étais avant-hier avec une personne et puis elle me dit cette personne-là, elle respire une belle énergie. Et c'était extrêmement intéressant en fait parce que on le sent tout de suite ça en fait. Hein, et on dit je ne peux pas sentir cette personne-là. Ça veut bien dire ce que ça veut dire en fait, hein, on ne peut pas la sentir. Donc c'est effectivement, est-ce que le feeling, il est là, il n'est pas là, et c'est vrai que ça se sent tout de suite en fait. Et donc travailler vraiment sur les énergies, sur l'aura, sur ces thèmes-là, élever aussi les vibrations bien entendu. Et donc il y a aussi cette chose qui est extrêmement intéressante par rapport aussi, et je pense à Bastille justement, c'est que c'est extrêmement intéressant par rapport à la façon dont on se perçoit, l'image que l'on a de soi, les valeurs qui sont inhérentes à chacun et à chacune et à chacun d'entre vous. Comment vous manifestez ça à l'extérieur quand il faut aller défendre un dossier, un business plan devant un banquier ou devant tout un groupe de business angels. On vit dans une société d'image et comme disait l'autre jour, on est obligé de mettre juste au moins un minimum en fait, qu'on soit une fois de plus en cohérence avec ce qu'on en est à l'intérieur et comment on manifeste à l'extérieur cette richesse intérieure justement. Et puis bien sûr pour terminer,
c'est aussi toute cette partie non verbale en fait, qui a vraiment une grande importance. Et la gestuelle, le regard, comment on habite son corps, comment on rit, comment on est effectivement, est-ce qu'on est pauvre victime ou au contraire, ouais, ok, est-ce que tout s'ouvre devant nous parce que justement on a confiance en soi. Voilà. Et donc j'anime pour terminer des conférences, des séminaires de 3 jours pour beaucoup de managers et des hauts potentiels tels que vous êtes. Et également donc des séances de coaching qui peuvent aller de 2 heures à plusieurs heures, bien entendu, selon les besoins de chacun. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis il y a des notes que je vais laisser. Merci de votre coopération. Alors, le leadership économique, je vais prendre 2 petits exemples. Je vais prendre l'exemple de notre ami, Olivier. Olivier a créé quelque chose de fantastique à l'heure où l'on parle d'innovation. Mais il y a quelque chose que l'on ne dit pas assez. En termes de positionnement économique, positionnement stratégique, qui pourrait avoir besoin de cet outil-là? Comment est-ce que Olivier pourrait faire pour devenir leader dans ce domaine? À savoir que tous les jours, nous avons des acteurs de la diversité, des acteurs de la diaspora qui se lèvent pour pouvoir en fait prôner leur posture. Ça veut donc dire que nous avons des chefs d'entreprise, nous avons des start-upers qui ont un problème commun, le problème de pouvoir d'achat. Et si Olivier devenait le partenaire des start-upers et des jeunes chefs d'entreprise, vous voyez donc qu'en termes de vecteur, il aurait un positionnement stratégique fort. Nous invitons donc Olivier, en termes de leadership économique, à se positionner. Deuxième exemple, c'était Madeleine. Alors lorsque Madeleine parlait tout à l'heure, je bouillais un peu en moi quelque part, parce qu'il y a quelque chose que l'on ne dit pas. On a beaucoup vanté l'image de l'Afrique, mais il y a quelque chose que l'Afrique n'a pas su faire. En Afrique, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup de designers, beaucoup de réalisateurs. Mais ce qu'on n'a pas assez dit aux Africains, que nous sommes d'abord moi, c'est que Hollywood en fait a été créé pour pouvoir booster la croissance économique aux États-Unis au lendemain des 2 guerres. Donc lorsqu'arrive le FESPACO, lorsqu'arrivent tous les festivals du film, en fait, nous en sommes encore à l'excision, nous en sommes encore au mariage, à la dot et tout ça, alors que l'Afrique a vraiment besoin de dire visuellement, c'est les Africains d'une part, les étrangers de l'autre à pouvoir aimer l'Afrique. C'est l'image, c'est le langage, c'est le comportement, ce sont les mœurs, ce sont les habitudes. Et je dis ceci, j'ose le dire, c'est pas bien de le dire, mais je le dirai quand même, alors que pendant 20 ans, les Asiatiques ont sillonné le monde pour pouvoir en fait payer les entreprises, payer les cabinets, afin d'apprendre la stratégie. Les francophones et les Français sont rentrés dans les mêmes cabinets pour être rémunérés. Alors, résultat du compte, en 20 ans, ils ont pris une hérémonie économique. En 20 ans, l'Afrique a explosé en tant que coupé décaleur, en tant que danse du ventre, etc. Alors, quand on regarde le bilan pendant ces 20 ans-là, eux, ils sont ici et nous nous montrons encore notre derrière, nous montrons encore notre ventre. Nous n'y sommes pas. Ça veut donc dire que par rapport au tourisme, même l'architecture de terre dont on parle, c'est une histoire d'image en fait. Il faudrait l'impulser dans le mode de vie. Qu'est-ce que cela apporte en termes de mœurs? Après, est-ce qu'on pourrait accoler l'architecture de terre? Aujourd'hui encore, alors qu'on continue de couper décaler, si les Afro-Américains n'avaient pas déporté notre art pour pouvoir avoir le jazz, le blues, le gospel, etc., on en serait encore au gros cas. Vous voyez donc que l'affaire est purement stratégique et technologique. Alors moi je souhaiterais être partenaire par rapport au combat que mène Madeleine pour qu'elle ait franchement une hégémonie économique. Ça veut dire les jeunes architectes, les architectes en fait, les créateurs pourraient devenir ces vecteurs dont vous avez besoin pour pouvoir montrer l'Afrique de demain. C'est une Afrique qui n'est pas anthropologique, c'est pas papy, mamie, les cartes envoyées. C'est une Afrique qui est économique, c'est une Afrique qui a des besoins. C'est une Afrique en fait qui a une image, c'est une Afrique qui a des infrastructures. Vous voyez, aujourd'hui l'Afrique a du pétrole, mais bon, Dubaï a fait pousser la cité de terre. Ils ont fait pousser les mégalopoles de terre. Alors que les Africains ne l'ont pas fait. On meurt encore de faim, alors qu'à côté, en fait, ils se gossent de recevoir les meilleures pontes de la terre. C'est ça le leadership économique, c'est réaliser que quand on est chef d'entreprise,
quand on est manager, on n'est plus un être humain. En fait, on sert un avancement, on sert une avant-garde. Et même la monnaie, vous verrez bien, on peut très bien se développer, quelle que soit la situation. Alors, en conclusion, avez-vous un réseau? Nous sommes ici par rapport à un réseau précis, le réseau de Givador. Mais chacun d'entre vous a-t-il un réseau? Chacun d'entre vous a-t-il un réseau? Si aujourd'hui vous aviez besoin d'un pouvoir d'achat, est-ce qu'il y a 20 personnes autour de vous que vous pourriez contacter de telle manière qui vous permettent d'avoir votre premier pouvoir d'achat? Alors devenir leader en termes économiques, ça veut simplement dire jeter un regard par rapport à notre environnement et pouvoir concevoir, avoir des prestations de services bien sûr, pas parce que l'on aime un sujet, pas parce que l'on aime un produit, mais parce qu'on répond à une demande. Je vous remercie. Merci. Bravo. Et dans ce monde-là, quand elle parle de leadership économique, il y a des hommes et des femmes qui se battent pour changer les univers, changer peut-être pas les façons de faire. Il y a 3 ans une plateforme d'acteurs européens et africains pour essayer de nous rapprocher, de débattre et de fraterniser. Le mot n'est pas trop faible, je crois, il est même plus fort que coopérer, car nous devons devenir mieux des frères dans ce monde traversé par des guerres et le terrorisme. Et aujourd'hui, c'est une riposte qu'il faut opposer, et la fraternité, à mon avis, est une des valeurs très porteuses. Alors, c'est une mise en réseau d'acteurs, effectivement. Nous sommes maintenant plus de 1200 dans la plateforme, donc on a démarré à 60. Et pour le dialogue, et un dialogue avec les institutions, c'est-à-dire qu'en fait, nous essayons d'être une interface entre les acteurs de la société et les institutions, car il faut gagner la réforme des politiques publiques qui doivent inciter justement à ce que vous êtes, au leadership, à l'entrepreneuriat, au développement des activités, au travail. Et évidemment, tout ça ne se fait pas tout seul. Il faut de la bonne volonté, mais ça ne suffira pas. Il faut des régulations sur le marché, il faut des politiques. Et ça, c'est mon job, essayer d'influencer les politiques publiques. Alors, on a commencé à travailler ensemble, avec la volonté de participer à ces politiques publiques pour un développement plus durable. Le terme a été utilisé tout à l'heure, avec au cœur 2 grands enjeux, l'innovation et l'investissement. Car il faut pouvoir investir, et ce dans tous les secteurs, qu'ils soient l'agriculture, l'énergie, le numérique, on en a parlé. On est très en retard dans nos pays, même s'il y a des potentiels. La finance et bien sûr la culture, je terminerai d'ailleurs par ça tout à l'heure. Les problèmes, c'est qu'on vient de le confirmer à Ouagadougou à l'occasion d'un grand colloque, c'est qu'il y a beaucoup de besoins et pas beaucoup de projets, malheureusement. Ni des grands projets, ni des petits. Beaucoup sur le papier, beaucoup des projets en herbe, beaucoup de potentiel, mais pas encore concrètement. Alors on a essayé de comprendre pourquoi, et donc on a travaillé sur plusieurs chantiers. D'abord, la formation, les compétences des hommes, des femmes, des jeunes, aujourd'hui, qui ne sont pas toujours éduqués d'ailleurs. Et donc là, il y a un énorme enjeu d'investissement dans le capital humain à avoir, que ce soit en Europe d'ailleurs, et encore plus en Afrique. Vous avez là un défi faramineux avec l'explosion démographique. L'organisation des marchés, ici ça se régule, il y a même peut-être un peu trop de régulation en Europe, par contre en Afrique évidemment, problème de douane, problème de foncier, problème de fiscalité, problème du droit des affaires, problème de concurrence, de coopération, donc on a tout à faire et on doit pouvoir tirer en son bénéfice des expériences des uns et des autres pour faire mieux ce qu'on n'a pas fait bien, on va dire ça comme ça. Et puis, nous sommes pour le financement, bien sûr, de tous ces projets qui souvent un handicap alors qu'il y a énormément de liquidités sur les marchés. Donc, comment financer? Il faut transformer les aides publiques de développement à l'européenne, sortir de la culture de l'aide pour aller vers l'investissement et l'engagement. Et puis, bien sûr, essayer de marier les fonds publics et privés pour faire des partenariats publics-privés et financer les projets et créer des structures qui aident les petits projets qui ne seront pas financés par les finances publiques ou les marchés.
Donc là, nous avons tout inventé. L'Afrique innove de ce point de vue-là, avec des acteurs bancaires d'un type nouveau, comme Cofina ou comme le Fonds 6, des petits fonds souverains, enfin des fonds souverains au niveau des pays. Et aussi se mettent en place des fonds de garantie des banques publiques, des banques qui peuvent prêter aux PMI et PME. Si toutefois il y a un problème avec la PME, il y a une garantie évidemment avec des remboursements. Donc on a travaillé tous ces sujets-là et on veut le faire ensemble avec une Europe qui a plus trop confiance en elle, il faut le dire, et une Afrique qui a confiance en elle. En tout cas, on l'a vérifié ce soir et moi j'ai pu le vérifier à Ouaga. Vous êtes dynamique, vous n'êtes pas dupe évidemment des efforts qu'il va falloir faire. Encore faut-il que ces efforts-là soient construits. Et je crois que l'Europe devrait retrouver son envie de partager tout ça avec vous pour qu'ensemble nous construisions un autre monde. Alors, on travaille comment? Dans un séminaire, Jean-François commence aussi à venir, tous les mois, on réunit sur ces sujets-là des acteurs et on a la chance. J'ai une vieille expérience, hein, je suis des 50 ans de militantisme, donc déjà, on a les meilleurs qui viennent plancher devant le séminaire. On fait des problématiques, on recueille tout ce qu'ils nous disent pour en faire de nouvelles questions et encore avancer. Jusqu'aux rencontres annuelles, une fois en Europe, une fois en Afrique, une fois en Europe. Donc on a fait Bruxelles, on a fait Ouaga, on fera Paris l'année prochaine. Je vous y invite évidemment, bien sûr. Et puis on publie. Et nous avons une semaine eurafricaine au cinéma. Alors elle est partie, notre amie qui a parlé de l'image, mais je pense que l'image est vecteur de la connaissance des autres. Et on a créé l'année dernière une semaine eurafricaine au cinéma. Je reviens de Montréal, où j'ai participé au festival Vue d'Afrique. Et j'ai fait mon marché, j'ai trouvé des films magnifiques qui vont me permettre de faire la deuxième édition de la semaine eurafricaine au cinéma fin juin, du 27 juin au 4 juillet, vous pouvez le noter dans vos agendas, et pour venir à Paris, Studio des Ursulines, sur le thème à la recherche de nos identités. C'est-à-dire, je suis convaincue qu'on fera un monde uni et qu'on fera l'unité de l'Europe de l'Afrique sur la base de nos diversités, de la richesse, de nos différences. Encore faut-il les connaître et les accepter, se respecter. Ça a été dit tout à l'heure comme une grande valeur. Donc, la semaine eurafricaine, nous aborderons 3 thèmes. Je terminerai par ça pour vous inviter, pour vous donner envie. Autour de l'identité, l'histoire de nos relations, colonisation, indépendance et aujourd'hui, où on en est, avec l'Angola, l'Algérie, l'Afrique du Sud, mais aussi le djihadisme, parce qu'il faut oser regarder ce qui se passe et affronter dans le débat les salafistes, mais il y a un très beau film salafiste qui vient de sortir, et puis tout le problème de l'immigration et des réfugiés. Aujourd'hui, qui sont un énorme problème et qui font d'ailleurs la honte de l'Europe et de la France en particulier. Et donc, nous oserons aussi poser ces questions avec 2 soirées extraordinaires, une autour du Burkina Faso qui a engagé sa transition démocratique avec Ardouya Soma qui est le délégué du FESPACO, et puis une dame que je vous invite à connaître. Après Philippe Herzog, mon mari, c'est la deuxième plus belle rencontre de ma vie. C'est Martine Chartrand. Elle a fait des courts-métrages, Armoire, Macpherson, etc. Après des années de travail. C'est une peintre sur verre qui met sa peinture en animation. 10 minutes de film, 10 000 peintures. Elle sera là, elle nous montrera ses films. Et il y a eu un film sur elle, un monsieur qui a su la regarder avec amour et nous donner la profondeur de cette Martine Chartrand, qui est une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées. Et qui est gai, dynamique, toutes les qualités qu'on s'est données tout à l'heure les unes et les autres, et qui nous en fait pleurer tellement c'est fort, tellement c'est émouvant. Donc voilà, je vous invite à rejoindre le réseau des entretiens africains, en partenariat bien sûr avec Marie-Thérèse et son équipe, avec GIFA. On sera là les 20 et 21 mai, et on va, je l'espère, travailler ensemble. Et moi, je peux vous offrir l'occasion de mise en relation multiple, puisque mon partenaire principal, c'est l'entreprise. Alors, 2 petits mots sur le Festival de Montréal. C'est un festival qui rassemble les festivals d'Afrique, donc le FESPACO, Nollywood, vous connaissez maintenant, le Nigeria. Il y a d'ailleurs Nollywood Week qui se développe sur Paris.
J'ai fait une coopération avec Serge, son promoteur. Les ciné d'Afrique, de Lausanne, le festival d'Amiens, etc., etc. Donc beaucoup de festivals d'Afrique qui sont là pour faire connaître l'Afrique à des populations ou à des régions qui connaissent mal l'Afrique. Et sur Paris, alors que il n'y a pas grand-chose, enfin, il y avait l'association Jean Rouch, il y a toujours l'association Jean Rouch, il y a aussi une semaine africaine avec Hollywood, mais c'est tout. Donc, et moi-même qui ai ouvert la semaine africaine l'année dernière à Paris, j'ai eu la surprise de voir que il fallait se battre autant que pour un séminaire politique pour faire venir du monde dans une salle de cinéma. Donc c'est très compliqué, c'est très difficile, mais je compte sur les réseaux, si j'ose dire, pour faire venir beaucoup de monde et engager le débat, parce que je pense que le cinéma a aussi le devoir d'être engagé et de militer pour la fraternité, l'humanité et vers un nouvel universalisme et humanisme, parce que c'est quand même ça qu'on recherche, in fine. Donc on a vu des films de toute l'Afrique, là c'était vraiment un festival de toute l'Afrique. Moi je suis plus modeste, je travaille plus sur l'Afrique de l'Ouest, qu'on va ouvrir évidemment aux autres régions d'Afrique, mais l'Afrique de l'Ouest a ma préférence, d'abord parce que j'ai un petit-fils burkinabé, mais surtout j'ai aussi... je ne comprends pas pourquoi, enfin, je comprends trop bien pourquoi l'Afrique de l'Ouest a déjà pris du retard par rapport à l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Notre héritage français en Afrique de l'Ouest, à cause du tort à l'Afrique de l'Ouest, et comme je suis française, je me sens aussi responsable de ça, et j'ai envie de participer au dynamisme de l'Afrique, mais non pas pour venir vous dire faites ci, faites ça, vous avez plein d'idées, plein de têtes, mais comment peut-on travailler ensemble? C'est ça qui m'intéresse. Ça change un peu des histoires d'argent, d'entreprise et autres. On a besoin de ça aussi, c'est important. Je suis assez cinéphile et je constate avec grand regret que le cinéma africain ne décolle pas. Se termine toujours dans le cadre de festivals. On a beaucoup de mal à aller au-delà de quelques salles privées dans Paris, c'est triste. Il faut se précipiter, il faut tout de suite aller les voir, sinon en une semaine, ces films-là ont disparu. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, je sais pas, j'imagine qu'il existe des dizaines et des dizaines d'associations, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réunir tous ces gens-là, toutes ces bonnes volontés, de faire en sorte d'imposer aux salles, d'avoir un délai, de donner leur chance justement à ces films, parce qu'il y a des réalisateurs extraordinaires en Afrique, et ça fait vraiment mal au cœur de constater que voilà, ça ne va jamais au-delà des festivals. Les industries culturelles n'ont pas encore émergé, et les cinéastes se battent pour l'ouverture de salles dans les pays africains. Il faut savoir qu'un pays comme le Bénin, par exemple, n'a pas une seule salle de cinéma dans aucune des villes du Bénin. Donc les cinéastes africains, comme Jean Arnaud, qui a produit Pimche, qu'on a vu il n'y a pas longtemps à Paris, extraordinaire film, que je vais montrer aussi. Il y avait des salles de cinéma avant. Avant, alors il y en a qui ont fermé, donc tous sont fermés. Voilà, elles ont fermé. Alors ils font le tour avec le Sénat, ils vont à la rencontre des habitants dans les quartiers, les villages pour montrer les films. Mais il y a des gens qui se battent pour les salles. Nous les soutenons. Par exemple, la salle Gimbi à Bobo-Dioulasso, 1 million d'habitants, pas une seule salle de cinéma. Elle avait fermé, ils sont en train de la rouvrir. Mais là, alors on touche à l'économie et à l'industrie culturelle. Parce qu'une salle comme à Bobo, par exemple, c'est un grand centre polyvalent, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, ça ne se trouve pas sur la botte d'un cheval, surtout quand il s'agit de cinéma de culture. Les banques ne veulent pas s'engager, de prendre le moindre risque. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton de pèlerin, il a fait le tour des fonds et autres associations, il a déjà assemblé 1 million d'euros, ce qui lui fait un métier extraordinaire. Et nous-mêmes, nous relayons à chaque fois qu'on fait un film. Croisons nos histoires pour un lendemain meilleur. Eh bien, ce lendemain meilleur, nous allons encore repartir et nous plonger dans les technologies de l'information et de la communication. Et c'est ainsi que je vais appeler
Monsieur Jean-François Luthier, qui encore est en train de discuter avec la présidente et qui n'écoute pas. Il va donc prendre... récupérer les cartes de visite pour qu'on ait un suivi et que la plateforme GIFA puisse arriver à perdurer sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Et juste récupérer les cartes de visite histoire de commencer le suivi. L'exposition sera très très court, donc c'est juste pour parler en quelques mots, sans brutalité, très vite, de l'évolution des télécoms, de l'informatique, enfin de tout ce qui est high-tech en fait. Donc je pensais faire plus long, donc je vais tout contracter. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser après. Donc là, petit rappel, vous connaissez tous, c'est pas mon PC, hein, donc j'ai un petit peu de mal à trouver. Voilà, vous avez tous connu donc la 2G, d'accord? Donc là, dans le monde typiquement du wireless, alors tout à l'heure a été évoqué beaucoup de choses, je ne pourrais pas vraiment y venir dessus, j'ai pas le temps. On le fera sur une prochaine session vraiment dédiée sur le high-tech, d'accord? Je vais essayer d'y revenir au cas par cas rapidement. Donc là, je me concentre essentiellement sur le domaine du wireless que vous connaissez tous. D'accord? On n'est pas dans le réseau fixe. On n'est pas dans le réseau fixe. J'aurais pu en parler un peu, mais bon. On se concentre sur le réseau mobile. Le réseau fixe, non pas qu'il est has-been, mais il a un marché différent, il a une évolution différente. Et en plus, son évolution est vraiment tributaire de l'historique télécom d'une zone géographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'historique télécom de l'Europe, c'est pas l'historique télécom de l'Amérique du Sud ou de l'Asie. D'accord? Donc c'est des contraintes différentes. Okay? Donc là, je me concentre uniquement sur le wireless. Donc vous avez tous connu évidemment le 2G avec les premiers petits portables. Et puis, vous avez connu, et vous connaissez encore donc, la 3G avec l'introduction des smartphones que vous avez tous. Donc là, on est sur une évolution entre le 2G et la 3G d'une période d'environ, soyons clairs, d'une quinzaine d'années. L'évolution entre la 3G et la 4G a été, en termes de timing, il y a eu une contraction dans le temps. C'est-à-dire que pour passer de la 3G à la 4G, on n'a pas mis 15 ans. Entre les bureaux d'études, le développement et la mise en marché, le développement du marché, ça a pris 10 ans maximum, ce qui est très très court pour l'évolution d'une technologie. Si on fait des comparatifs d'évolution technologique en dehors du télécom, il n'y a pas plus court, même dans le spatial. D'accord, donc ça vous donne une idée de la progression fulgurante. Alors ensuite, on m'a demandé de parler un petit peu quelles seront les prochaines étapes. Les prochaines étapes, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler, c'est la 5G. D'accord? Donc la 5G, grosso modo, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toujours du wireless. Ça pourrait, pour un non-initié, ressembler à... considérable dans le link, c'est-à-dire ce que vous prenez et non pas ce que vous téléchargez vers un tiers, donc ce que vous téléchargez dans le link. Aujourd'hui en 3G, 4G, on est à des débits qui vont de l'ordre entre 1 à 5 mégas. Avec la 5G, on ira au bas mot, comme c'est indiqué ici, non pas 10 fois plus de débit, mais 100 fois plus, voire 1000 fois plus de débit. Donc là, on sera plus de l'ordre du mégaoctet de débit, on sera de l'ordre du téraoctet. Pour
ceux qui ont oublié un peu les maths, le teraoctet, c'est des millions de milliards d'octets. Donc c'est énorme. Alors qu'est-ce que ça va nous amener, tout ça comme service? C'est peut-être ça qui vous intéresse davantage. Un site et je commence à transférer des données, je n'attends pas plusieurs secondes, ça sera immédiat. Quelle que soit la distance. Un phénomène qui est ultra important, qu'on appelle donc ici Connecting Objects. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est tous les objets connectés. Ça fait partie de la révolution, on va dire, industrielle du XXIe siècle. Oui, ça c'est fondamental. Donc des entreprises ou des gens qui voudraient développer des services, ils ont tout intérêt à bien comprendre un petit peu les fondamentaux de cette révolution industrielle. On pourra regarder un petit peu par zone géographique, ça ne s'adresse pas uniquement à des pays à fort potentiel financier, bien sûr, il le faut au départ. Ça s'adresse à tous les opérateurs de toute la Terre, d'accord? Donc les sociétés qui voudront développer des services auront intérêt à vraiment regarder de très près ce qu'on appelle les objets connectés. Les objets connectés, c'est un monde qui est très vaste, qu'on retrouve dans l'industrie, l'automobile, la pharmacie, la sociologie, la médecine, le social aussi. Toute construction comportant un financement total. Aujourd'hui, en tout cas les acteurs vraiment forts, c'est l'Europe et puis deux pays asiatiques aujourd'hui. L'Europe aussi est en train de développer effectivement des mises en œuvre de développement de projets, comme le projet Métis. Le projet Métis, allez le consulter, ça vous donnera une idée de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer effectivement dans les étapes à très court terme. Et ça va très très vite, ça va aller très très vite. Quand nous, on a ces axes-là, qu'on a ces informations, pour nous, effectivement investir davantage pour pénétrer un marché davantage, on regarde ce genre de données. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégal fait un effort important, malgré tout. C'est pas le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest, mais malgré tout, fait un effort d'investissement sur ces infrastructures importantes. Ça prime. Il y a des acteurs locaux, il y a des partenaires. Un peu se confondre les uns et les autres. Ça nous aide à partager les synergies. Et ainsi, je vais introduire tout de suite Blanche, Solange et Hermine qui vont nous parler de leur bébé ou bien de leur action. À vous. Merci beaucoup. Claude, Jean-François, c'est pas encore fini. C'est après, s'il te plaît. Il y a les... Pardon. Asseyez-vous. Ça continue, on a des présentations. Ah, pardon. Tu as ton... Voilà. Vas-y. Bonsoir, je vous présente Marie-Blanche Pombo, d'origine gabonaise, agent au trafic pour le compte du Conseil gabonais des chargeurs. Nous assurons les droits de trafic multimodal au niveau du Gabon, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie. Nous travaillons en collaboration avec le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, le Niger, un peu l'Amérique. Je suis aussi présidente d'une association à but non lucratif, ici à Paris, qui s'occupe particulièrement des handicapés, des enfants porteurs de pathologies différentes, notamment la trisomie, etc. La liste est exhaustive. Je mets des actions au niveau du Gabon.
un peu dans ma ville, dans laquelle je vis ici, donc Noisy-le-Sec. Je vous ai connu par le biais de Madame Solange, qui est notre fédérale politique ici en France, notamment le Parti démocratique gabonais. Donc, je suis aussi membre du Parti démocratique gabonais. Et j'accompagne les projets de mon président. Je suis fière de le dire, parce qu'il est panafricain. Donc, par le biais de Madame Solange, je vous ai découvert. Je suis venue aujourd'hui voir comment ça se passe, ce que vous faites. Et j'ai appris beaucoup. C'est vraiment bien. Je vous souhaite de continuer ainsi. Et j'espère appartenir un jour à votre cellule, votre groupe, comme on l'appelle. Mais bon. Je suis éducatrice spécialisée en France, depuis l'âge de 20 ans à peu près. Et donc, mon métier m'a amené à m'intéresser à ce qui se passe aussi en Afrique. Et je suis donc présidente de l'association qui s'appelle Kiélé les enfants de la forêt. C'est-à-dire que je suis partie à la suite d'un voyage en Afrique, en Centrafrique, découvrir les peuples autochtones, dits pygmées, péjorativement. Et cette rencontre a permis que j'ai développé des classes, j'ai créé 3 classes dans la forêt profonde, primaire, pour les enfants de la forêt, parce que j'estime que ces enfants ont aussi le droit à l'éducation, ont aussi le droit au savoir, ont aussi le droit d'être protégés. Et donc mon association s'occupe de préserver les peuples autochtones, du Centrafrique, du bassin du Congo, en passant par le Gabon, le Cameroun, pour la diversité, pour les biodiversités, pour le développement durable, pour la préservation de leur identité, pour voilà, l'éducation des enfants, pour tous, l'égalité des chances pour tous. Et moi j'ai du savoir-faire ici en Europe et je veux aussi l'apporter aussi à l'endroit d'où je viens, chez mes racines. Et donc je suis fière d'être ici, je suis heureuse d'être ici, j'espère que je vais pouvoir trouver aussi des portes qui vont s'ouvrir. Voilà. Merci. Bravo. Et aussi dans ce projet-là, l'éducation c'est important pour moi, pour l'Afrique. Et donc je contribue aussi au projet du développement du Gabon, à travers aussi le parti politique gabonais. Parce que j'estime que le président du Gabon en ce moment est dynamique et que la jeunesse c'est l'avenir. Et il faut miser sur la jeunesse. Parce qu'une jeunesse bien éduquée, c'est une jeunesse qui va avoir un avenir, un potentiel et la réussite. Encore bonsoir. Je m'appelle Solange Rousseau. Je suis franco-gabonaise. Et je suis une femme engagée en politique. Et mes consoeurs ici présentes, qui sont passées avant moi, sont là pour renforcer, n'est-ce pas, l'œuvre que nous avons commencée en politique derrière le grand camarade distingué Yali Bongo Ondimba du Gabon. Le distingué camarade Yali Bongo Ondimba a offert à toutes les femmes et toutes les filles du Gabon 10 ans pour que chacune d'elles manifeste le projet, c'est-à-dire le savoir-faire, le potentiel qu'elles ont, et nous a offert 10 ans que nous sommes en train de célébrer en ce moment, la décennie de la femme. Et dans cette décennie de la femme, il nous a offert l'égalité des chances des femmes gabonaises, en assurant l'indépendance des femmes pour un meilleur accès à l'éducation. Excusez-moi, donnez-moi 1 minute. Il y a plusieurs chaînes de